Alors, bonjour. Donc, on va tout de suite commencer cette première session et on va d'abord écouter Élise Ricada et Carl-Léo Schwering. Élise Ricada qui est maître de conférence en psychopathologie à Paris Diderot et Carl-Léo Schwering qui est professeur de psychopathologie à Paris 13. Alors, ils ont mené une recherche sur les enjeux psychiques des pratiques médicales dans l'unité adolescents et jeunes adultes atteints de leucémie à l'hôpital Saint-Louis. Et cela, ils l'ont fait de manière tout à fait novatrice et tout à fait en phase d'ailleurs avec ce que revendique le programme La personne en médecine, puisqu'il s'est agi pour eux de construire avec l'équipe médicale les questions de recherche et la méthodologie et de réaliser une véritable recherche interdisciplinaire. Voilà, je vous donne la parole. Merci Sylvie Finzan. Nous allons en effet vous présenter à deux cette aventure. Et le mot n'est pas trop fort, c'est une véritable aventure qu'on a commencée il y a quelques années déjà. Je vais faire un petit historique d'abord. L'historique est indispensable parce que, comme l'a dit Céline Lefebvre tout à l'heure, c'est quand même un défi qu'une rencontre entre des psychologues et des psychanalystes avec des médecins au cœur même de la pratique soignante, que cette rencontre débouche sur une vraie rencontre interdisciplinaire et pas simplement pluridisciplinaire. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque nous avons pris les tout premiers contacts à l'hôpital Saint-Louis, dans le service adolescents et jeunes adultes dirigé par Nicolas Boissel, et unité qui venait d'ouvrir, c'était en 2010, eh bien, nous aurions pu arriver à l'hôpital, dans cette unité, avec un projet de recherche que nous avons tendance à appeler clé sur porte, lorsque les chercheurs ont déjà des idées, des questions de recherche très précises, avec peut-être même la conception qu'il est préférable d'arriver avec un projet relativement bien construit, sinon même ficelé, et que c'est précisément ce qu'attendent les médecins. Les médecins qui eux-mêmes ont tendance à penser que c'est effectivement de cette manière-là qu'ils peuvent le mieux nous respecter et nous accueillir. Et donc nous avons précédé exactement dans l'autre sens. C'est ça qu'on va vous raconter. Alors, ça a commencé donc avec des rencontres que nous avons eues avec Nicolas Boissel, grâce à des contacts préalables de François Villa avec le professeur Hervé Dombré à l'IUH, l'Institut universitaire en hématologie, pardon. Et nous avons commencé à réfléchir ensemble à la collaboration, la construction d'une collaboration de recherche. Ça se passait donc à l'AJA, qui existe toujours. L'AJA, donc, c'est une unité qui accueille des patients atteints de pathologies diverses, principalement de leucémie aiguë, de lymphome et d'aplasie médulaire. Toutes ces pathologies, bien sûr, nécessitent des traitements lourds dans le cadre d'hospitalisation prolongée, bien évidemment des chimiothérapies intensives, mais aussi, à certains moments, des greffes de moelle sont le quotidien de cette équipe. Et donc, une occasion concrète s'est présentée un an plus tard, c'est-à-dire après les toutes premières rencontres, où nous avons, entre guillemets, simplement chacun montré notre ouverture à l'idée de travailler ensemble. Il fallait encore trouver des fonds, évidemment. Parce que ça ne suffit pas d'avoir envie, ni même qu'une rencontre, ce qui était le cas, se passe plutôt bien. Il faut encore avoir la possibilité de décrocher des fonds. C'est ce qui s'est passé un an après un appel d'offres de l'INCa intitulé « Soutien à l'émergence de projets intégrés et novateurs en faveur des adolescents et jeunes adultes atteints de cancer ». Cet appel d'offres, par ailleurs, comportait un chapitre spécifique. Je vais vous citer le titre exactement parce que vous allez voir, c'est important. Le chapitre 3 s'appelait comme ceci « Répondre aux préoccupations personnelles des adolescents ou jeunes adultes ». Construction identitaire, image de soi, modification du corps, relations amicales et amoureuses, sexualité, prise d'autonomie sociale et financière. Alors je le lis in extenso parce que ce n'est pas fréquent que l'INCa
inclut d'une manière aussi explicite la dimension psychosociale au sens large dans ses appels d'offres. Donc les bases étaient excellentes pour se lancer dans la construction d'un projet ensemble. Ce que nous avons fait, et nous avons, pour ce faire, ajouté immédiatement la collaboration d'une collègue à l'Université de Louvain en Belgique, Isabelle Ojoula. Elle est professeure en santé publique, ce qui ajoutait encore un crescendo dans la collaboration pluridisciplinaire, puisque nous-mêmes sommes psychologues, psychanalystes. Isabelle est évidemment spécialiste en santé publique et nous avions l'équipe médicale, en particulier la collaboration avec Nicolas Boissel, qui s'est construite là petit à petit. Il y a donc eu une série de réunions aussi avec la psychologue sur place, Cécile Perrier, qui a été engagée dans l'unité dès le début. Et donc je vais vous présenter tout cela dans les grandes lignes. Alors l'objectif de la recherche, au départ en tout cas, était de mieux comprendre les facteurs qui favorisent la poursuite du développement et de la construction identitaire chez les ados, ayant vécu l'expérience du cancer. Nous avions l'idée qu'un lien entre ajustement psychosocial et adhésion thérapeutique existait, qu'un lien existait entre ces deux éléments, mais je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi il suffisait à ce stade d'avoir cette idée plutôt que d'en faire tout de suite une hypothèse de recherche au sens fort. Nous allions aussi tenter de repérer quelles modalités de prise en charge et d'accompagnement psychosocial étaient susceptibles de promouvoir la santé psychique et sociale des adolescents et jeunes adultes. Alors, la recherche s'est faite au moyen de méthodes essentiellement qualitatives dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler, même si ce n'est plus très à la mode, une recherche-action. On entend un peu moins ces temps-ci cette expression. Donc, recherche-action qui allait impliquer l'équipe de soins et les chercheurs dans un processus participatif de co-construction. C'est tout ça qu'on va développer dans la demi-heure qui va venir. Enfin, on a plus de 20 minutes. Oui, non, je sais bien. Alors, donc, rien que ce choix d'une méthode qualitative a déjà fait l'objet d'échanges nourris avec nos collègues, parce qu'en médecine, on est nettement plus habitué à envisager une recherche avec une méthode quantitative. Il nous a donc fallu être convaincants quant à ce choix de privilégier le qualitatif, puisqu'il y a moins de 10% des recherches en médecine qui se basent sur une telle méthodologie. Et il faut quand même tout de suite ajouter que nous avons la chance d'avoir rencontré un collègue médecin, Nicolas Boissel, qui était ouvert à cette perspective, non sans quelques résistances, et surtout non sans y revenir régulièrement, mais ça peut-être qu'on en parle pour les perspectives d'avenir. Et donc nous avons proposé la réalisation de 3 volets complémentaires, dont la finalité était, je le rappelle, de comprendre les facteurs qui interviennent dans l'apparition ou l'accentuation des difficultés psychiques et des phénomènes de non-adhésion thérapeutique. Alors l'idée c'était, afin de les anticiper, de les accompagner au mieux dans le cadre d'une offre de soins adaptée aux besoins des jeunes patients. Alors je dis que c'est l'idée parce que c'est le genre de choses qu'on met dans les projets de recherche pour les faire financer, mais c'est quand même fort ambitieux d'aller jusque-là. Je crois qu'on a été déjà très heureux, c'est ce qu'on va vous présenter, de tout simplement, entre guillemets, dégager toute une série de caractéristiques psychiques propres à cette expérience de la maladie grave chez les agents. Mais surtout parce que les 3 volets en question, en fait, il y avait un volet que je vais détailler dans un instant qui concernait également, et on a d'ailleurs commencé par ce volet, les représentations de l'équipe soignante, les représentations qu'elle et il se faisaient de ce que c'était que le cancer chez les adolescents et jeunes adultes. Comment est-ce que leurs patients vivent cette expérience et qu'est-ce que veut dire l'adolescence. D'abord donc, je reviens un tout petit peu en arrière parce que le premier volet qui en fait est devenu le deuxième, c'était de réaliser une étude rétrospective qui visait à étudier les processus psychiques
témoignant de la construction identitaire des adolescents et jeunes adultes au cœur de leur confrontation avec la maladie et les traitements. À l'époque, l'idée était une cohorte d'adolescents et de jeunes adultes ayant entre 15 et 25 ans, qui ont été traités pour une leucémie aiguë lymphoblastique ou une leucémie aiguë myéloblastique, dans le cadre d'une prise en charge pédiatrique ou adulte, parce qu'à l'époque, l'idée était de pouvoir conjoindre deux cohortes, une de Saint-Louis et une de l'hôpital Robert Debré, ce qui n'a pas été simple à faire. L'idée était aussi que ces AJA soient en rémission à ce moment-là. Alors, le recueil des données, nous l'avons réalisé grâce à des entretiens individuels permettant de faire émerger l'évolution des représentations de soi et de la maladie aux différents stades de la prise en charge. Ces entretiens, on les a enregistrés et retranscrits. L'analyse des données a ensuite été réalisée en référence à la méthode de la théorisation ancrée, Grounded Theory, relativement connue maintenant en sciences sociales et en anthropologie, un peu moins en médecine, qui a été inventée, officiellement présentée en 1967 par Glaser et Strauss aux États-Unis. Donc cette démarche, elle est avant tout inductive et non pas hypothético-déductive comme le sont habituellement les recherches quantitatives. Inductive, c'est-à-dire sans cadre théorique prédéfini, en partant d'une question de recherche, je le disais tout à l'heure, et non pas d'une hypothèse ou d'hypothèse, robuste, pourrait-on dire, c'est-à-dire déjà très structurée dès le début, au sens strict. Le processus d'analyse est itératif, c'est-à-dire qu'il progresse au fur et à mesure du recueil de données afin d'identifier les représentations de soi et les mécanismes psychiques significatifs. Donc cette méthode implique de pouvoir modifier les questions et les relances introduites au fil des entretiens, car l'analyse de ces entretiens est censée se faire en continu au long du processus de recherche. Donc on ne fait pas le recueil de données et puis on fait l'analyse après, on le fait au fur et à mesure. Parce que justement ça permet de réorienter encore autrement les entretiens au fil des différentes rencontres avec les adolescents et jeunes adultes. Alors, nous allons maintenant, et comme ça je prépare la transition avec ma collègue Élise Ricada, parler du deuxième volet qui est devenu le premier. Une analyse des représentations des soignants. Alors, nous avons là aussi fait des entretiens individuels avec l'ensemble de l'équipe et nous avons ensuite aussi réalisé des restitutions collectives dont Élise va nous parler. Alors, je vais simplement dire quelques mots de ce deuxième volet, c'est-à-dire quelques mots de la fabrique justement de la recherche dans l'atelier, à la cuisine, dans les coulisses, comme vous voulez. Donc, tout d'abord, les entretiens, on a commencé à les réaliser ensemble, parce qu'on a engagé deux chercheurs et plutôt chercheuses en psychologie, Sophie Fradkin à l'époque, Élise Ricada qui est avec moi ce matin. J'ai commencé à faire les entretiens avec Sophie à l'époque pour, je dirais, attester aussi du sérieux de la démarche, qui est un chercheur senior. Et puis ensuite, elles ont continué les entretiens chacune de leur côté. Alors, ce serait trop long et trop technique de faire le compte-rendu de toutes les nombreuses réunions qui se sont déroulées à cette occasion. Donc, je vais me limiter à l'essentiel. D'un côté, ont eu lieu des réunions environ toutes les 3 semaines avec les membres de l'équipe soignante, Nicolas Boissel et Cécile Perrier en particulier, parfois un autre médecin, les chercheuses et moi-même, évidemment, toujours à l'hôpital Saint-Louis. Ces réunions ont été destinées à préciser toute une série de questions de procédure qui n'étaient évidemment pas prévues dans le projet de recherche initial. Ainsi, pour l'étude rétrospective, il a fallu constituer l'accord des patients, décider de la meilleure façon d'entrer en contact avec eux. Est-ce que c'est après une consultation? Est-ce que c'est par téléphone? Toutes ces choses qui sont un tout petit peu prosaïques, en fait, prennent une place considérable. C'est pour ça que je les évoque, ces choses-là, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Et surtout, rediscuter des objectifs. Il a fallu les ajuster au fur et à mesure. Et d'un autre côté, les réunions avaient lieu uniquement entre chercheurs, à Paris ou à Bruxelles, d'ailleurs, avec Isabelle Ojoula et moi-même. Et là aussi, donc, tout le travail d'analyse des entretiens a eu lieu,
qu'est-ce que c'est que ce travail? Eh bien, c'est d'abord le travail de coder les entretiens, c'est-à-dire un double codage dans la plupart des cas, c'est-à-dire 2 chercheurs codent chacun de leur côté et se rencontrent ensuite pour vérifier s'il y a une homogénéité plus ou moins grande dans les résultats de leur codage. Coder veut dire qu'on analyse, je dirais presque mot par mot, les propos des patients de sorte à décider si des thématiques saillantes valent la peine, émergent, et valent la peine d'être, identifiées sous la forme d'une catégorie spécifique. Voilà, alors le temps passe, donc il est vraiment temps maintenant de donner à Élise la parole pour la suite et j'illustrerai un tout petit peu certaines des choses dont tu vas parler. Oui, bonjour à tous. Donc je reprends le fil de cet exposé. Donc l'idée, en fait, comme le disait Carl-Léo maintenant, c'est de rentrer vraiment dans la cuisine de cette méthodologie participative et de co-construction. Et pour cela, je vais m'appuyer sur 2 moments particulièrement féconds et saillants qui ont existé dans cette recherche donc in situ, dans le service des adolescents et des jeunes adultes lui-même à Saint-Louis. 2 moments féconds donc, qui sont aussi des procédés méthodologiques qui font partie de la recherche-action, mais qui n'étaient pas tous les 2, en tout cas je vais revenir dessus, initialement prévus dans la maquette. Donc, premier moment fécond, ça a été des restitutions collectives avec l'ensemble de l'équipe des soignants auxquels on a présenté nos résultats. Je vais vous expliquer dans un instant. Et deuxième moment fécond, sur la demande des soignants eux-mêmes, ça a été l'organisation d'un dispositif de ce qu'on appelle des focus group, que je vais aussi expliciter. Donc, ce deuxième dispositif en particulier n'était pas du tout prévu au départ. Et pourtant, et c'est là qu'on apprend en faisant, il nous a vraiment montré, il a vraiment largement contribué à frapper cette recherche du caractère collaboratif qu'elle a prise au fur et à mesure. Et à mon sens, et c'est ce qu'on souhaitait vous montrer aussi, ces 2 dispositifs de participatifs ont permis d'accroître la transférabilité des résultats aux acteurs du soin, donc aux soignants de cette équipe, parce que tout simplement il permettait des formes d'appropriation d'un savoir qui étaient beaucoup mieux et beaucoup plus subjectivées. Et puis aussi l'autre aspect qui est apparu, c'est qu'en déplaçant les traditionnelles lignes du tandem chercheur-sujet de sa recherche, ce dispositif s'est révélé un opérateur très fécond pour l'ambition interdisciplinaire liminaire à ce projet de recherche. Mais au fond, quand on est sur le terrain, l'interdisciplinarité, c'est un grand mot qu'il faut aussi pouvoir animer. Donc, je vais revenir sur les écueils qu'on peut rencontrer quand on cherche à faire cette interdisciplinarité ou cette pensée interdisciplinaire, et comment ces dispositifs, à mon sens, ont permis de les contourner, en partie. Alors, donc, les restitutions collectives, je disais, et les focus group n'ont eu lieu qu'après avoir analysé les 31 entretiens individuels de soignants dont parlait Carl-Léo avec la méthodologie qu'il vient de décrire. Donc, on va juste vous projeter l'échantillon. Donc, on avait proposé à toute l'équipe, tous les membres de l'équipe qui souhaitaient participer à cette étude, mais quand je dis tous, c'est tous, c'est-à-dire ça allait de la personne qui s'occupait du ménage dans l'unité et qui parlait énormément tous les matins avec les adolescents et les jeunes adultes, jusqu'à des secrétaires médicales, une coordinatrice, enfin bref, je ne détaille pas parce qu'on n'a pas le temps, mais vous avez là tout l'échantillon des 31 soignants donc finalement interviewés. Sachant que la psychologue il a été décidé avec son accord qu'elle soit hors étude puisqu'elle avait fait partie de la pensée et de la mise en œuvre de l'étude. Donc ça lui semblait un peu difficile d'être à la fois jugée partie, si je puis dire. Donc tous ces entretiens, comme Carl-Léo vous l'a dit, ont été retranscrits, enregistrés bien sûr, avec l'accord des participants, retranscrits, verbatim, puis codés régulièrement, et surtout simultanément pendant les 2 années à peu près que nous ont demandé d'aller au bout de ces entretiens. Ce codage de premier niveau a été essentiellement phénoménologique et descriptif,
c'est-à-dire qu'il s'est opéré par la création de catégories non interprétatives selon nos propres a priori ou nos propres catégories de pensée disciplinaires. Hein, c'est un exercice en fait qui a l'air très simple mais qui est très difficile parce qu'il faut juste essayer de nommer un petit extrait d'un entretien et de juste rester dans la pure description de ce que la personne a voulu dire à ce moment-là. Donc vous imaginez sur 31 entretiens, en moyenne d'1 heure, parfois 1h30, le nombre de verbatims qu'on a récoltés et qu'il fallait coder. Une grille thématique s'est donc dessinée progressivement pour classer ces verbatims. Et quand je dis progressivement, c'est que cette grille s'est élaborée tout au long de ces 2 années de collecte, dans un va-et-vient constant entre données recueillies et modélisation théorique qui était largement soutenue par les réunions qu'on avait avec nos seniors, si je puis dire. À l'issue de ce codage avec l'autre psychologue-chercheur, on a défini donc 3 catégories principales que Carléo vient d'afficher, qui ont émergé du matériel et de l'étude phénoménologique des dires et des verbatims des soignants. Donc ces catégories que je vais détailler dans un instant avaient donné lieu à 18 sous-catégories et 55 troisième niveau de catégorie. Ce qui était une façon de structurer le matériel d'une certaine façon, un premier résultat, en tout cas descriptif. Alors ces catégories, elles se sont dégagées parce qu'elles résultaient à la fois de la volonté de rester au plus près des propos des soignants. Il y a même des catégories qu'on a intitulées en gardant un extrait de verbatim. Je vais revenir là-dessus après, je vais vous donner un exemple. Donc rester au plus près des propos des soignants pour qu'ils puissent continuer de s'approprier toutes ces données en fait, mais aussi avec une visée scientifique bien sûr, de les organiser en tenant compte des objectifs premiers de notre recherche et aussi en tenant compte de ce qui pouvait apparaître au gré des entretiens successifs. Alors, par exemple, les propos des soignants correspondant au premier objectif qui visait à répondre au besoin d'un meilleur accompagnement des jeunes atteints de cancer, on l'a intitulé « Vécu des jeunes selon les soignants ». Cette catégorie comprenait tout ce que chaque professionnel percevait du vécu des jeunes qu'il prenait en charge dans l'unité AJA. Là, par exemple, sont apparus des résultats extrêmement intéressants, comme par exemple le fait que les soignants faisaient constamment appel à leur représentation interne de ce qu'est un adolescent, voire de l'adolescent qu'ils avaient été eux-mêmes, engageant d'entrée de jeu une dimension profondément subjective dans l'abord de ces jeunes patients. C'est un élément, par exemple, qui a fait résultat pour eux, alors que si on leur avait dit « mais partez de votre propre expérience en tant qu'ancien adolescent », ça aurait pu être très très mal interprété, voire assez maladroit en fait, parce qu'ils auraient pu dire « mais on n'est pas ici pour amener des éléments personnels, etc. » En réalité, c'est eux qui ont fait émerger ça, et c'est simplement les chercheurs qui ont organisé le matériel pour faire apparaître cette espèce d'évidence. Le deuxième objectif visait à mieux définir là où les représentations du rôle des soignants dans une équipe pluridisciplinaire pour prévenir ou accompagner les difficultés, cette fois-ci d'ordre psychosocial. 2 catégories ont répondu à cet objectif de recherche. Donc ces catégories, on les a appelées pratiques professionnelles, qui désignaient ce que chacun décrivait très très concrètement de sa pratique quotidienne auprès des patients. Donc quand je dis concrètement, c'est qu'on les a invités vraiment dans les entretiens à nous expliciter leurs faits et gestes, leur dire comment toutes les petites techniques et les ficelles du métier qu'ils avaient et qui pour eux n'avaient en fait pas tellement place dans ces entretiens de recherche. Il a fallu les relancer vraiment sur ce niveau-là de soins, de pratique, pour avoir accès à un matériel finalement extraordinairement riche. Et une autre catégorie enfin appelée « vécu des soignants », donc là qui renvoyait à ce que chacun d'entre eux évoquait de ses propres mouvements subjectifs, psychiques, émotionnels au contact des patients et dans leur prise en charge. Les restitutions collectives de ces résultats ont ensuite été organisées en février 2014, donc 2 ans après le début de la recherche, 1 an et demi, 2 ans, en réunissant la moitié de l'équipe en 2 temps distincts pour des raisons de fonctionnement de service. Ces restitutions collectives avaient pour but de reprendre tous ces premiers résultats et ces premières classifications
mais aussi d'ouvrir une discussion avec les soignants pour en prolonger et enrichir les axes. C'est à l'issue de ces restitutions collectives que je vais vous détailler après, que les soignants sont vraiment rendus compte, non mais j'en ai pas pour longtemps, de la richesse de ce qu'ils avaient livré dans leurs entretiens. À leur demande, donc à l'issue de ces restitutions, on a conduit 7 focus group qui réunissaient à chaque fois, cette fois-ci, des petits effectifs de 3 à 5 soignants avec 2 chercheurs qui allaient piocher dans toutes les catégories et sous-catégories qu'on avait identifiées et qui nous ont demandé de travailler spécifiquement sur des thématiques de recherche et de les approfondir. Je vous donne un exemple, je ne vais pas vous donner les 7 thématiques qu'on a prises. Mais par exemple, il y avait une catégorie qui s'est avérée centrale dans la prise en charge de ces jeunes gens, qu'on avait appelée la prise en compte du corps sexué dans les soins. Vous savez, à l'hôpital, il y a une espèce de scotomisation de la dimension sexuée du corps. On travaille avec un corps organique qui est censé être asexué, ou en tout cas, on met ces dimensions un peu de côté. Et dans ce service-là, eh bien, finalement, les soignants disaient qu'ils étaient constamment aux prises avec ces dimensions-là, et il l'expliquait très bien en disant que de toute façon, ils étaient nécessairement confrontés à ça, puisque ça faisait partie du travail d'adolescence que de pouvoir avoir un adolescent en phase 2 qui se disait dans un processus de sexuation. Donc c'était très compliqué pour eux de travailler avec ça. Et donc on a articulé cette prise en compte du corps sexué avec tout ce qui concernait, par exemple, la distance professionnelle dans la relation soignant-soigné. Je passe sur tout ça, je pourrais vous expliquer plus ou si vous avez des questions, revenir dessus. Mais voilà ce que je pense, enfin ce qu'on se disait de ce que ça dégageait comme point fécond quant à ce procédé collaboratif de la recherche. Alors premièrement, restitution collective et focus group sont l'occasion de mettre le matériel à l'épreuve, le matériel donc recueilli de manière individuelle, à l'épreuve de la dimension collective. Et du coup, de tenter d'en dégager la dimension heuristique. Voilà, donc là encore, l'idée que les participants, en tant que participants à cette recherche, puissent compléter leurs propos et non plus seulement être dans un moment juste d'émergence qui finalement après peut se perdre. Alliée au processus inductif dont parlait Carl Leo, cette dimension intrinsèquement collaborative fait office de validation à toutes les étapes de la recherche. C'est-à-dire qu'ils ont été, ces soignants, largement impliqués dans la validation de nos résultats au fur et à mesure que nous les avons construits. Deuxièmement, ces dispositifs signent le moment où les soignants ont saisi collectivement que leurs propos individuels donc, dépassaient largement un simple niveau de description, se situant plutôt à un niveau de perception et déjà d'analyse de leurs propres pratiques individuelles ou partagées. C'est donc dans le détail ou la singularité qu'ils ont pu saisir un mécanisme que l'habitude cache, la plupart du temps à l'hôpital, et qu'ils ont pu l'élever à un niveau de théorisation collective. Au fond, tout ce qui a été explicité et partagé dans ces restitutions a permis d'établir que tout ceci faisait déjà théorie pour eux. Je vous donne juste un exemple. Je me souviens d'une infirmière qui avait dit durant un entretien, après avoir relevé l'extraordinaire degré de technicité du soin qu'elle délivrait, puisque ce sont des services hautement techniques, elle avait dit « notre technique, c'est la relation » dans son entretien. Et ça a été une expression qui nous a permis de théoriser l'importance de la dimension relationnelle et intersubjective de la relation de soins, comme soutenant dans ce service des éléments essentiels au développement des adolescents, malades mais adolescents quand même. Cette dimension s'est donc distinguée comme cruciale et est restée comme absolument à défendre dans la qualité des soins qu'il voulait délivrer. Troisièmement, donc, ces procédés, à mon sens, font que le partage de ces résultats intermédiaires montrait qu'à travers leur discours, désignant leurs faits et gestes quotidiens, les soignants appréhendaient d'eux-mêmes la complexité du problème observé. La problématisation et les problématisations qui en ont découlé se sont révélées en réalité bien plus fines et bien plus détaillées que si nous, chercheurs, leur avions donné un protocole d'approche préconstruit ou avec des a priori théoriques. Enfin, je conclurai en disant que le désir de l'équipe est apparu aussi à ce moment-là, lors des restitutions collectives,
désir d'approfondir avec les chercheurs certaines thématiques et de poursuivre cette participation active à l'élaboration des résultats de la recherche. Car les soignants ont réalisé à ce moment que ce qui leur semblait banal et ordinaire dans leur manière de faire au quotidien avec les AJA apparaissait en réalité comme tout à fait crucial. Un ensemble de pratiques individuelles et de savoir-faire qu'ils croyaient non seulement isolés, mais surtout peu pertinents, s'est constitué comme une base de réflexion et comme une base théorique qui faisait théorie pour eux et qu'ils ont pu ensuite partager en équipe et pour lesquels ils ont pu déployer des stratégies de travail. Pour finir enfin, tout ceci nous permet de penser qu'en impliquant les soignants en tant que sujets et acteurs de la production de ces résultats, la transférabilité de ces résultats s'en est trouvée, à mon sens, absolument accrue. Par exemple, certaines pratiques ont pu être référées au modèle de soins classique, élargies à des modalités d'accompagnement plus globales du patient, telles que le conçoit le modèle du CARE. La capacité des soignants à prendre soin a été reconnue en complément du faire soin, et par transition contribue à améliorer quasiment en temps réel la qualité de la prise en charge de cette population de jeunes patients. Les restitutions, par exemple, ont eu lieu un matin ou une après-midi, et les soignants sont retournés dans le service immédiatement après. Donc voilà, il y a une temporalité aussi intéressante. Donc je vous ai parlé, le référencement à sa propre adolescence, etc. Ça permet vraiment que, à mon sens, il y ait une transférabilité accrue. Voilà. Et du coup, c'est précisément, je termine, à cet endroit qu'à mon avis réside l'un des atouts les plus pertinents en termes d'interdisciplinarité aussi, puisque c'est par le biais de cette transférabilité qu'on peut partager une langue commune et donc travailler chacun avec nos référentiels, mais quand même ensemble. Interdisciplinarité que vous avez à l'écran, puisque toutes les publications, quasiment, toutes ne sont pas là, mais on publie tous ensemble, comme vous pouvez à peu près le constater. Voilà, merci. Merci beaucoup.